Du coup, je voulais enfin, l'objectif, c'était déjà effectivement de se présenter. Ouais, si tu pourrais nous remettre ton petit écran. Voilà. Donc, moi, je suis Evelyne Bouzon, praticienne en psychologie positive et formatrice, et j'ai été invitée par Yannick Toulon, donc éducatrice canin chez Canissimo, à faire un petit peu cette réunion Zoom, puisque Yannick est mon professeur de frisbee, et entre autres, parce que je fais beaucoup de choses avec elle. Et du coup, on s'est vraiment rencontrés sur ce territoire du positif, soit en éducation, soit en psychologie. Et on a souhaité vous faire partager un petit peu nos passions à ce niveau-là. Voilà, Donc, nous, on est ravis et on est surpris aussi du succès qu'a rencontré la proposition que nous avons faite. ouais, on espère que tous ceux qui s'étaient inscrits pourront accéder, auront bien reçu le lien, parce qu'on a refusé pas mal de monde. Et du coup, on était agréablement surprise de l'engouement pour le thème ou je ne sais pas quoi. Du coup, alors moi, je me présente brièvement. Je suis Yannick, je suis donc éducatrice canin, qui travaille, même si j'aime pas le mot, on va dire en méthode positive ou en tout cas dans le souci du respect, du bien-être mental et physique du chien. Et voilà, avec Evelyne, on s'est vraiment rencontrés sur ce point-là en réalisant, à force d'échanges, que le chien et l'humain fonctionnent vraiment de manière similaire au niveau cérébral, on va dire. Et du coup, moi, je m'occupais de la science de l'éducation canine et Evelyne s'occupait de la science de la psychologie positive. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment proches l'une de l'autre. Donc, du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas parler de ça. Alors, on va plus parler aujourd'hui de psychologie positive que d'éducation canine. Donc, on va parler du maître, de l'attitude du maître, etc., de l'importance de l'attitude du maître. Et on fera des parallèles avec le chien et l'éducation. Et du coup, surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le petit chat. Et voilà, on sera ravis d'y répondre. Du coup, je te laisse démarrer, Evelyne. Oui. Alors, en fait, je vais vous remettre pour ceux qui sont arrivés, pour noter dans le chat en bas à droite euh, leur prénom, d'où ils viennent et puis le nom de leur compagnon. Ça, Leur compagnon canin, parce que leur compagnon humain, on s'en fout. moi, tout m'intéresse. D'accord. Alors, en fait, on va définir et échanger sur des notions de psychologie positive humaine, bien sûr, pour moi. Et avec Annick, on a essayé justement de le relier à un concept canin. On va essayer de pratiquer des exercices, de proposer un échange notamment d'exercices en sous-groupe. Et puis, à la fin, on répondra à vos questions. Mais si vous en avez, bien évidemment, tout au long de cette conférence, on vous propose de les noter dans le chat et Yannick sélectionnera les plus pertinentes auxquelles elle pourra répondre, sachant qu'après, effectivement, on relira tout ça et on fera certainement un briefing. Alors, je vous propose d'être dans un cadre de sécure. Nous sommes tous, bien évidemment, sur cette conférence Zoom avec bienveillance. On écoute l'autre. On peut avoir son avis, bien évidemment. On est libre de se confronter. On est libre de se tromper si on estime qu'on se trompe. Mais il faut vraiment que tout le monde se sente bien dans ce travail-là parce qu'on va rentrer un petit peu quand même dans la psychologie humaine et du coup dans notre intériorité propre à chacun. Alors tout d'abord, on va commencer pour se mettre en mouvement et puis se mettre en condition. Moi, je vous propose de faire un petit exercice. Donc, je vous propose d'aller chercher ou de récupérer rapidement un stylo. Et puis, quand vous êtes prêts, on y va. Alors, hop, je suis en train de me dire que je ne vois plus personne. C'est très désagréable de parler au vide. Oui, c'est Ok. spécial, effectivement. Est-ce que tout le monde a un petit stylo? Allez, alors première étape, je vous expliquerai bien sûr après l'intérêt du petit exercice. Je vous propose de prendre votre stylo et de le placer quelques minutes entre vos dents, comme ça. Alors, en travers, voilà. Ah, très.
ce qui génère normalement un sourire ou une grimace si vous voulez, mais prenez le temps d'observer l'humeur. Donc, quelle humeur vous vous trouvez pendant ce temps-là. Et maintenant, vous allez prendre à nouveau ce stylo et vous allez le placer entre votre nez et votre lèvre supérieure, ce qui va vous forcer normalement à faire une sorte de moue. Et pareil, vous observez votre état d'humeur. Voir s'il y a quelque chose qui change. Suite de l'exercice, vous faites un grand sourire, parce que l'objectif de ce soir, c'est quand même dans la joie et la bonne humeur. Vous faites un grand sourire et vous essayez de penser à quelque chose de négatif. Et vous regardez si c'est quelque chose d'assez facile ou au contraire, si c'est quelque chose de compliqué, d'être en sourire et de penser au négatif. Normalement, ce n'est pas facile. Est-ce que vous sentez la caméra si vous n'êtes pas à l'aise? Pardon? Vous pouvez couper la caméra si vous n'êtes pas à l'aise. Oui, tout à fait. Est-ce que vous sentez la différence que ça fait justement? Est-ce que c'est possible et facile de sourire et de penser à quelque chose de négatif? Voilà, vous pouvez mettre des pouces, mais je ne vois pas moi, vu que j'ai mon partage d'écran. Marquez dans le chat du coup. Vous ressentez. Oui. Donc ils n'y arrivent pas. Marilyn n'y arrive pas, Charlène n'y arrive pas. Cindy dit que c'est pas un vrai sourire. Priscilla y arrive. Bien, ok. Solène n'y arrive pas. Pas simple, Morgane. Effectivement. Alors, c'est un petit peu normal parce que quand je souris, je vais mettre en fonction des choses qui vont se passer dans mon corps. Et la psychologie positive, elle a mis le doigt justement sur un mécanisme physiologique qui est assez incroyable. Je souris parce que je suis heureuse, mais je peux aussi sourire pour me rendre heureuse. Puisque ici, on va envoyer un message à notre cerveau, on va un petit peu le tromper et on va lui dire, en fonction de notre faciès, l'état d'humeur dans lequel on est. Donc, c'est important de se dire que sourire rend heureux et ça modifie notre humeur. Sourire renforce notre système immunitaire puisque effectivement, on va exciter la partie antérieure de notre hypothalamus et on va effectivement sécréter les hormones du bonheur. Sans compter que sourire nous rend attirants, bien évidemment. Et sourire, c'est contagieux grâce aux neurones miroirs et puis grâce aussi au phénomène qu'on appelle de plus en plus la contagion émotionnelle. Quand on est avec des gens souriants, on a envie de sourire. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Quand on est avec des gens qui font la gueule, au bout d'un moment, ils nous plombent et même sans le vouloir, on fait la gueule. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de se dire que dans les situations où l'on sent que ce n'est pas top pour nous, on se souvienne un petit peu de ce truc et qu'on esquisse un sourire. On a dénombré à peu près 19 sourires dans les études. Il y en a 6 qu'on capte de façon très, très rapide. Donc, pas tous, effectivement. Et je suis sûre que vous connaissez le sourire narquois, le sourire ironique, le sourire séducteur et que vous savez les décrypter. Donc, un des premiers points, c'est de se dire qu'on peut choisir délibérément d'être heureux quelque part, quelle que soit la situation. Donc, je vous ai mis dans ce diaporama beaucoup de liens, vous l'aurez aussi ensuite, bien évidemment. Rire, c'est encore plus percutant au niveau de la production des hormones du bonheur. Donc, je vous ai mis un lien sur la rigologie et un lien sur Futuration, justement sur la recherche concernant l'impact du sourire sur notre corps. Et du coup, Yannick, pour elle, elle fait quand même un parallèle avec ce concept de choisir une attitude pour arriver à modifier notre corps et à avoir une émotion différente. Donc là, je te laisse la parole, Yannick. Oui, donc on observe à peu près la même chose chez les chiens. Alors, c'est difficile de demander à un chien de remuer la queue sur commande ou de prendre des postures qui évoquent une émotion sur commande. Mais on peut apprendre aux chiens à prendre des postures qui sont, par exemple, des postures qu'on appelle de calme, comme vous voyez mes deux chiens là. La tête posée au sol, les coucher plus sur le flanc que ce qu'on appelle en sphinx. Et tout ça va leurrer un petit peu le cerveau du chien pour lui faire croire qu'il est calme
Et le chien qui fait semblant dans un premier temps qu'il est calme parce qu'on lui a demandé de faire semblant d'être calme, ça finit par le calmer. Comme nous, moi, c'est souvent ce que je fais le matin quand j'ai un stage à Perpète-les-Olivettes, que je me lève à 4 heures du mat, que je suis un peu ronchon. Et ben, je mets mon petit stylo entre mes dents et je fais, on est content. Et c'est vrai qu'on arrive à leurrer son cerveau. Et on arrive aussi à leurrer le cerveau des chiens en leur faisant prendre une attitude qui induit une émotion. Exactement de la même façon que nous, si on nous dit pose-toi dans la chaise, ferme les yeux, respire lentement, laisse tomber tes bras, même si on est stressé au début, au bout d'un moment, si on fait l'exercice comme un robot, comme on nous le dit, notre cerveau finit par croire qu'on est calme. Donc ça, c'est intéressant de voir ça avec les chiens. Et j'aimerais bien savoir si des éducateurs plus doués que moi qui arrivent à faire remuer la queue du chien sur commande sont capables d'induire une émotion joyeuse chez le chien. Mais je ne suis pas sûre que ça marche. En tout cas, quand on apprend au chien à grogner, on ne lui met pas forcément une émotion négative. Donc, à voir. Justement, tu avais aussi proposé la suite un petit peu de cette notion-là, c'était de la positive attitude chez les chiens. Voilà, alors c'est hyper important pour le maître. On reviendra là-dessus au cours de la séance. Je voudrais juste qu'on se rappelle pourquoi c'est important d'être positif en tant que maître et pourquoi c'est difficile d'être positif en tant que maître. Parce que souvent, les chiens sont un petit peu le reflet de ce qu'on montre nous. C'est-à-dire que quand je me balade dans la rue et que ma petite chienne Yeti gueule sur quelqu'un, parce que Yeti, elle parle dans la vie, et ben forcément, ça fait tout de suite chien mal éduqué. Et si je ne suis pas suffisamment sûre de moi, suffisamment sûre de ma chienne, suffisamment de bonne humeur, et que la mamie que je croise me dit « Ah, il n'a pas bien éduqué ce chien !» et ben, il me faut une certaine force de caractère pour arriver à résister à ça. Parce que pour les gens, l'attitude du chien est un petit peu l'attitude du maître. Donc, on se sent jugé en tant que personne. L'autre chose qui est importante chez les chiens, c'est que vous le savez, c'est des vraies éponges à émotions. C'est-à-dire que si je ressens quelque chose, j'ai de fortes chances de le transmettre au chien. Et encore tout à l'heure, j'étais super surprise, je vous raconte ma life. J'étais en balade avec les chiens et il y a eu un énorme pétard. Et je sais qu'Yop est au bord d'avoir peur des pétards, mais pas encore trop. Et du coup, il s'est retourné vers moi pour voir ma tronche. Et du coup, moi, j'ai fait celle qui n'avait rien entendu et que tout allait bien. Je ne lui ai même pas fait « Oh, c'est bien !» parce que ça aurait déjà été inquiétant. Et en se calquant sur moi, il a dit « Bon, finalement, ça n'a pas l'air de faire peur. » Il est parti un peu la queue entre les jambes. Il m'a regardé, il a fait « Bon, ça n'a pas l'air de faire peur. » Et cet automne, quand il y avait des chasseurs, les chasseurs, ça m'énerve. Du coup, ça tirait. Et quand ça tirait trop près, j'ai fait « Ah, vous saoulez !» à l'intention des chasseurs. Et mon chien, là, s'est mis à avoir super peur du coup de feu. Et je me suis dit, aïe, aïe, en fait, le chien, il n'a pas peur du coup de feu en soi, il a peur de ma réaction quand il y a un coup de feu. Donc, avant qu'il prenne peur du coup de feu en soi, il faut que je vérifie ma réaction à moi. Parce que si je continue à être de mauvaise humeur quand il y a un coup de feu ou à pester après les pétards, mon chien va finir par avoir peur. Donc, ça, c'est super important. Et dernier point, c'est que les chiens sont souvent des porteurs involuteurs de notre ambition. C'est-à-dire que j'ai un chien, je voudrais qu'il soit bien éduqué, je voudrais qu'il écoute bien, je voudrais qu'il soit performant en agility, je voudrais qu'il attrape tous les frisbees. Et du coup, ça aussi, ça peut me mettre dans une humeur pas correcte quand le chien n'est pas à la hauteur de mes ambitions. Donc, c'est super important d'avoir des ambitions qui sont à la hauteur du chien, c'est-à-dire d'avoir son chien comme il est et non pas comme on voudrait qu'il soit. Et ça, c'est quelques points qui rendent notre mission de maître difficile. Et c'est là-dessus qu'on reviendra avec Evelyne pour essayer de nous donner des outils pour être des maîtres un peu plus adaptés pour nos chiens. Voilà. Ok. Alors, on va faire un petit sondage. Tu dois avoir un bouton sondage, Yannick. Oui, Tchouk. Lancez le sondage. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le sondage ? Voilà. Donc, en psychologie positive, Martin Seligman, effectivement, dans ce modèle, part du principe que nous avons tous une part de responsabilité sur notre ressenti de bonheur, mais aussi qu'il y a bien évidemment l'environnement et l'hérédité. Donc, ce que je vous propose, c'est, à votre avis, vous, comment vous percevez cette part de notre responsabilité. Donc, 10%, 30%, donc vous pouvez cocher et ensuite, vous cliquez bien sur « Soumettre ». Donc, on vous laisse quelques instants.
Est-ce que tout le monde a pu voter? Mais ça vote encore. Vote encore, très bien. Voilà, attends, ça vote encore un peu. Hop, c'est bon, ça se calme. Alors, est-ce que tu vois les résultats, Evelyne? Non. Alors, on a 5% de 10%, tu me comprends? Donc, 10% de notre responsabilité, 5% des gens. Ouais. 5% des gens ont voté pour 30% de notre responsabilité. Ouais. 24% ont voté pour 40% de notre responsabilité. Ouais. 43% ont voté pour 60% de notre responsabilité. Ouais. Et 24% pour 70%. Ok, mais vous êtes formidable en fait parce que je vais partager mon écran pour avoir la réponse. Vous êtes au-dessus. C'est les 24% qui ont raison avec 40% la part sur laquelle on peut agir. Alors, ce qui peut paraître énorme du coup pour ceux qui ont choisi moins. Est-ce que du coup là vous voyez le diapo? Je vous ai partagé le sondage aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Ok, 60%. Ok. Voilà maintenant. Bravo pour les 60%. Ça veut dire que vous avez un optimisme quand même assez développé. On verra que, attention, trop d'optimisme, c'est pas bon non plus. Mais du coup, effectivement, voilà les résultats, hein. Notre ressenti de bonheur va dépendre effectivement 10% seulement des circonstances extérieures à nous. Et 50% d'héréditaire, on le verra qu'on peut, de façon génétique, avoir quand même quelques petits gènes d'optimisme. Sinon, nous avons quand même ce pouvoir d'agir sur notre vie et nos façons de voir la vie à hauteur de 40%. Je vous ai mis des études sur le bonheur dans le monde en 2019, donc on est bien que ce sont des ressentis. Euh, et puis un article sur l'épigénétique, puisque justement on peut modifier de façon génétique cette capacité à être heureux. Donc ça ne veut pas dire, on va le voir, qu'on ne va pas traverser de chemins pleins de cailloux, parce que sur notre vie, sur notre route, on aura effectivement l'habituation, notre zone de confort qu'on aime beaucoup, des attentes, des comparaisons sociales, des biais cognitifs, on va voir, qui parfois nous empêchent d'être heureux à la hauteur qu'on voudrait. Et du coup, pour pallier tous ces petits cailloux qu'on va avoir sur notre chemin, notre travail essentiellement, ce sera de développer notre intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une grosse partie de la psychologie positive. C'est notre capacité justement à recevoir les émotions, à les identifier, à les utiliser, à les réguler, notamment, on le verra dans les cours canins par exemple, réguler nos émotions, et puis favoriser notre épanouissement. Et Yannick aussi, de ton côté canin, je pense qu'aussi au niveau des chiens, il se passe des choses par rapport à ce côté héréditaire ou transmission. Ouais, alors moi déjà, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a 50% d'héréditaire. Ce que je trouve énorme, moi je pensais, j'étais comme les gens un peu trop optimistes qui pensaient que c'était tout notre faute. Bon, ça déculpabilise de savoir aussi qu'il y a un peu enfin, qu'il y a pas mal d'héréditaires et que parfois on est câblé comme ça, il faut lutter un peu contre. Et chez les chiens, on a pareil, on a la même façon d'avoir des chiens qui sont de nature optimiste et de nature pessimiste. Et ensuite, c'est à nous de forcer la nature là où on a envie. Un chien qu'on appelle de nature optimiste, c'est un chien pour qui la nouveauté est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, il voit un truc bizarre, il va voir, il est curieux, il est excité dans un nouvel environnement, il veut tout explorer et tout ça. Et le chien qui est de nature pessimiste, c'est le chien pour qui la nouveauté est une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, il y a un nouveau truc, oh là là, ça fait peur, on va se cacher, on va aboyer après, on râle, etc. Donc, on a vraiment les deux natures de chien. Et quand on a une nature de chien plutôt pessimiste, on va avoir plein d'exercices à faire pour le rendre optimiste. Je pense par exemple au chien de Christine qui doit être par là, qui est de nature pessimiste. Parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, forcément, il ne se pose même pas la question, c'est quelque chose de pas bon. Et du coup, on va travailler sur la nouveauté pour lui apprendre que toutes les choses nouvelles peuvent être associées à quelque chose de positif. Donc, ce genre de chien, on va lui mettre
plein de trucs nouveaux, mais faciles dans la vie, lui montrer un truc nouveau et l'associer à une récompense, du jeu, etc. Jusqu'à ce qu'ils disent, bon, la nouveauté n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Et après, on a le chien suicidaire, hein, pour qui la nouveauté est toujours une bonne nouvelle, qui du coup, il faut contrôler un petit peu parce qu'il peut être un petit peu débordant. Mais en tout cas, on a les mêmes notions chez les chiens. Et du coup, Florence posait une question intéressante. Un chien optimiste peut-il devenir pessimiste? Alors, ouais, alors très bien. Alors, du coup, Florence, c'est ce qu'on appelle, tu connais le principe, ce qu'on appelle la détresse acquise ou l'impuissance acquise, qui est le chien qui, par exemple, est optimiste, mais est chiant parce qu'il est toujours content, tout fait toujours plaisir, et qu'on va avoir un peu cassé à coup d'obéissance, par exemple, et qui, du coup, va devenir hyper carré, limite éteint, va supporter tout ce qui se passe, mais va plus être capable d'exprimer sa joie comme il le faisait avant et d'être libre. Et c'est à nous de trouver le juste milieu entre sécuriser le chien et le rendre vivable pour pas qu'il soit complètement taré tellement il est content, et en même temps ne pas basculer dans j'ai éteint mon chien parce que j'ai cassé un petit peu son caractère. Voilà, donc c'est tout le principe des méthodes positives en éducation canine, qui est garder la joie du chien en mettant quand même un peu de contrôle dedans, sinon c'est pas possible. Et du coup, en psychologie positive, Seligman, lui, c'est plutôt… il a évoqué ça, c'est lui qui a fait quand même des études sur des chiens, hein, au départ, pour parler effectivement de cette… vous appelez ça du coup l'impuissance apprise, vous? Acquise. Acquise. Ok. Chez l'humain, effectivement, Seligman lui propose justement d'apprendre l'optimisme quelque part aussi, du coup, puisqu'on n'est pas obligé, parce qu'on est né dans une famille où il y a beaucoup de pessimisme et pour tout un tas de raisons qu'on va complètement accueillir, voire comprendre, mais on n'est pas obligé d'épouser ce chemin-là. On peut travailler à développer son optimisme, on verra, notamment grâce à l'état d'esprit, travailler son état d'esprit. Et du coup, Sophie disait, j'ai 2 chiennes ultra trop optimistes, Ouais. peut-on baisser son optimisme? On ne peut pas forcément baisser l'optimisme, ce qui serait dommage, mais on peut ajouter du contrôle. On peut par exemple apprendre à un enfant super content et super exubérant que traverser l'autoroute en courant, ce n'est pas forcément la meilleure idée de l'univers. Donc du coup, comme le chien ne va pas pouvoir raisonner en lui expliquant que s'il traverse l'autoroute, il va se faire percuter, on va mettre plus de contrôle sur ce chien-là jusqu'à ce qu'il se pose des questions avant d'exprimer son exubérance. Parce que si on y va par la peur, eh ben, on va passer directement en mode détresse acquise ou en mode le chien qui répond par de l'agressivité. Du coup, c'est dommage. Je suis en train d'essayer de remettre la suite. Juste une question, Okay, ouais, impuissance acquise, détresse acquise, c'est plus ou moins la même chose. La détresse acquise et le stade au-dessus. La détresse acquise, c'est la réaction des chiens qui sont en chenil et qui ne bougent plus, ou du chien qui est chez le vétérinaire et qui ne bouge plus. Et l'impuissance acquise, c'est la réaction du chien qui a une saucisse devant le nez et qui fait bon, ben, j'y toucherai jamais parce que ben, il ne faut pas. Voilà. Au lieu de faire est-ce que je peux y toucher ou est-ce que je ne peux pas y toucher? Voilà. On parle aussi de résignation, du coup, aussi bien chez l'humain que chez le chien. On se résigne à. Ouais, c'est ça. Ok. Je suis désolée, hein, c'est compliqué de gérer les partages d'écran et je ne vois pas du tout. C'est assez étrange en fait. Ah oui, tu vois pas ce que tu fais? Non, bah, je ne vous vois plus là. Là, tu es sur pas le diaporama, mais tu sais, le PowerPoint. Oui. Il faut que tu passes en mode diaporama, du coup. Oui. Diaporama, hop. Alors, attends, j'ai une question. J'ai un chien hyper angoissé. Je n'aurais pas envisagé pessimiste jusque-là, mais son parcours de vie crée le souci. Ah, très intéressant, Evelyne. Son parcours de vie crée ce souci. Il est hyper angoissé. Je ne sais pas comment l'aider à se rassurer. Il y a plein de types de chiens. Il y a le même chien qui aurait pu grandir dans une cave et être maltraité et arriver dans une nouvelle famille et faire « Ah bah tiens, maintenant ça va bien » parce que les chiens sont ultra résilients. Et le chien qui est moins résilient et qui est de nature pessimiste qui dit bah, « Puisque c'est ça, toute la vie sera horrible. » Et du coup, lui, il faut effectivement lui apprendre l'optimisme. Mais peut-être que ce chien-là aurait été pessimiste même sans se passer. On a un peu trop tendance toujours à faire « Ah ben oui, mais c'est parce que le passé explique ça. » Mais je sais que moi, par exemple, quand j'avais une chienne
berger malinois, enfin un croisé malinois qu'on avait trouvé, qui a été percuté par une voiture et tout ça. Elle nous collait beaucoup et on disait c'est parce qu'elle a été abandonnée et percutée, du coup elle a peur, du coup elle nous colle. Après, j'ai eu une chienne espagnole qui ne nous collait pas du tout, qui se barrait en permanence. Et on disait, ah, elle se barre parce qu'elle n'a pas appris à créer le lien parce qu'elle a été abandonnée. Bah non, en fait, la première, elle collait parce qu'elle collait, et la deuxième, elle se barrait parce qu'elle se barrait. Et leur passé n'avait pas tant d'influence que ça. En tout cas, avec un même passé, deux chiens peuvent réagir différemment. Et nous, les humains, on a un peu trop tendance à faire, ah oui, mais les pauvres. Alors que le chien, bien sûr, il a ce vécu qui l'influence, évidemment, mais si on l'aide à passer à autre chose, il passe peut-être plus facilement à autre chose qu'un humain. Bah, du coup, cette question, elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre justement de mettre un petit peu en mots c'est quoi la psychologie positive avec cette notion de résilience. Puisque cette notion de résilience, la résilience, c'est une compétence qu'on peut développer et qu'on va muscler, entre guillemets. Au même titre du coup que le chien, en le travaillant, il va apprendre à sortir de cette émotion-là qu'il a depuis peut-être longtemps. Ça prendra beaucoup de temps, effectivement, ou plus ou moins. Et du coup, chez l'humain, c'est exactement la même chose. La psychologie positive Kesako, c'est effectivement du coup une discipline à part entière qui effectivement est dans la branche de la psychologie. C'est une véritable science qui est vraiment construite aujourd'hui avec de plus en plus d'études et de psychométrie. C'est un champ qui est assez énorme. Donc, on vous proposera que quelques idées ce soir, bien évidemment, avec à l'origine Martin Seligman qui, dans les années 70, travaillait avec des… Excusez-moi, j'étais à mon téléphone. Travaillait avec notamment des soldats revenus de la guerre du Vietnam. Il a beaucoup travaillé sur la gestion post-traumatique, l'inclusion, le handicap. Et il s'est posé la question finalement de pourquoi et comment certaines personnes sont plus créatives, s'en sortent mieux que d'autres, sont plus adaptatives et justement plus résilientes par rapport à d'autres. Donc lui, il s'est penché sur le fonctionnement optimal humain. Ça ne veut pas dire qu'il y a absence de maladie ou de dysfonctionnement. C'est juste qu'il va se focaliser sur ce qui fonctionne bien et qui nous rend heureux. Beaucoup de recherches dans la psychologie positive, de plus en plus, elle utilise les thérapies humanistes. On utilise les laboratoires pour faire des études. On fait beaucoup d'interventions et d'expérimentations sociales. Il y a des indicateurs. Enfin, c'est vraiment une science dans toute sa splendeur. On va se méfier parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on en parle, voire on la vulgarise dans la presse, etc. Et puis, peut-être qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'injonction au bonheur, alors que la psychologie positive, ce n'est pas une injonction au bonheur. Trop d'optimisme. Alors, je ne parle pas des gens qui ont mis 43% pensaient qu'on était responsable de 60% de son bonheur, hein. Mais trop d'optimisme, ça peut être délétère. Je vous donne simplement l'exemple du joueur qui est accro au casino. Il est tout le temps optimiste, il croit tout le temps qu'il va gagner, en fait. Donc, ce n'est pas très bon pour lui. On a vécu ça aussi pour l'usage du préservatif, par exemple, où oh, bah non, ça ne peut pas m'arriver à moi. On le vit pour le Covid, pour plein de choses. Et du coup, à l'inverse, en psychologie positive, on utilise le pessimisme défensif qui va nous permettre quand même d'avoir une vraie mesure sur cet optimisme. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Et du coup, de prendre des précautions. Il va nous permettre de nous préparer aux fameux cailloux que je disais tout à l'heure qu'on a sur notre petite route. Voilà, la psychologie positive, ce n'est pas une opinion non plus. Je pense je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est juste que quand on vit dans cette dimension-là du positif, on est quand même super bien quoi, pour affronter la vie. Donc, pas d'injonction au bonheur, c'est juste qu'on va se focaliser sur ce qui fonctionne bien. Et puis, quand ça ne fonctionne pas, eh ben, on accueille et on essaiera de trouver des solutions grâce à un exercice parmi tant d'autres que je vous proposerai tout à l'heure. Alors, une des notions, tu as des choses à rajouter, Yannick, par rapport à ça, ou c'est moi qui complétais le côté positif, pessimiste des chiens? Non, non, c'est bon, j'ai rien à rajouter. Ok.
Une des notions qu'on va voir et qui pour moi est essentielle et que j'utilise beaucoup et régulièrement, c'est juste connaître un petit peu comment on fonctionne au niveau de notre cerveau. Et on va quand même simplifier et vulgariser, hein. Je ne vous fais pas un cours de neurosciences hein, parce qu'on n'aura pas le temps. Je serais capable de vous en parler des journées entières. Donc, on a notre cerveau à nous. Donc, j'ai mis aussi le cerveau du chien hein, parce qu'on va se rendre compte qu'ils sont, bien évidemment, s'ils ne sont pas les mêmes. Euh, le chien fait partie des animaux qui ont, des mammifères qui ont vraiment développé aussi un cerveau important. Donc, chez nous, on a 3 cerveaux. Vous les voyez bien là. Hop. Et si je mets ma souris, vous voyez la souris aussi? Oui. Ok. Donc, alors là, c'est la théorie des cerveaux triuniques. Le cerveau, c'est simple, c'est 1,4 kg en moyenne, hein, plus ou moins. On sait qu'il y a des poids qui vont différencier hommes, femmes, etc. Mais c'est la moyenne. Je crois qu'on a une copine médecin qui est là, elle pourra me taper sur les doigts si je fais des erreurs. Je compte sur Audrey. Entre 86 et 100 milliards de neurones, ce qui est assez énorme. Nos amis les chiens en auront simplement 530 millions, ce qui est déjà pas mal. Et puis 2% du poids corporel, alors que ce cerveau-là, il grignote 20% de notre énergie dans une journée. De l'intérêt de bien le nourrir, du coup, si on veut décider de façon rationnelle. Donc, moi, je vous présente la théorie du cerveau triunique de MacLean. C'est les années 70 aussi. Il était neurochirurgien, je crois qu'il a eu un prix Nobel de médecine. Le cerveau va se développer en fonction, effectivement, de l'histoire de l'espèce. Hein. Chez nous, on a commencé avec un petit cerveau reptilien qui va être en mode survie. C'est vraiment celui qui va s'occuper de nous maintenir en vie au niveau de la pression cardiaque, au niveau de la respiration, au niveau de la digestion. On n'a pas la main dessus. Quand on est en réunion après un bon repas, en principe, on plombe du nez, c'est compliqué de combattre. C'est que le cerveau reptilien prend la main. Avec l'évolution est apparu aussi du coup le cerveau limbique, qui va être le siège de nos émotions. C'est celui qu'on va travailler effectivement très très souvent, puisque nous sommes émotions. C'est notre mémoire émotionnelle. Du coup, chez le chien aussi, il en a une bonne mémoire émotionnelle. On va l'utiliser pour la prise de décision, sauf qu'une décision prise sous le coup de l'émotion, elle n'est pas toujours pertinente. Et il fonctionne en c'est sympa, c'est pas sympa, je me fais plaisir, je me fais pas plaisir. Il est très binaire aussi. C'est ensuite, la boîte crânienne a continué de se développer et est apparu, c'est un grand mot, hein, mais s'est développé le cerveau, le néocortex, le siège du mental sur la strate néocorticale. C'est le cerveau des mammifères supérieurs. C'est la logique, la rationalité, la conscience, les mathématiques, le verbal, tout ce qui concerne le raisonner. Ces 3 couches, on est toujours dans la simplification, hein, ne peuvent pas vraiment fonctionner ensemble. Si je suis prise par mon émotion, je ne peux pas prendre une décision ou faire un calcul mental. Enfin, il me semble qu'on peut être d'accord là-dessus. Je pense que chez le chien, c'est exactement la même chose, puisqu'un chien qui est emporté par l'émotion peur, notamment, et Yannick avait fait un très chouette post sur son blog concernant la peur chez le chien, on ne peut pas lui demander de raisonner, entre guillemets, ou un ordre, tant qu'il est pris par cette émotion. On est exactement pareil. Donc, l'objectif de la psychologie positive, ça va être justement, dans ce travail qu'on va faire au niveau du cerveau limbique, de basculer le plus possible vers la rationalité pour ne pas se faire embarquer par nos émotions, très souvent, c'est pas la joie qui nous embarque, c'est plutôt d'autres émotions pas très agréables. Maintenant, si on se laisse embarquer par la joie, c'est vraiment chouette aussi. Et là, il faut le faire. Là, il ne faut pas rationaliser. Il faut y aller. Donc moi, l'objectif aussi de la psychologie positive, et il y a plein de choses que vous connaissez, j'en suis sûre, c'est comment je vais faire pour sortir de ce cerveau limbique. Je vais respirer. Donc, je vous ai mis une respirothèque en lien ici. Je vous ai mis le site officiel de la cohérence cardiaque. Et en travaillant du coup là-dessus et en évoquant ça avec Yannick, on a trouvé une application de cohérence cardiaque pour les animaux. C'est-à-dire, je vais me faire baisser en pression et en stress en redescendant dans mon cerveau reptilien pour qu'il prenne la main et qu'il me défasse de cette émotion. Ou alors,
je peux aussi monter au cortex, par exemple, en comptant. Si je suis très en colère, je vais compter jusqu'à 100. Et si je suis très, très, très en colère, je vais compter jusqu'à 1000 avant de prendre une décision ou avant de hurler sur l'autre. Donc, gros travail de prise de recul, justement. Et l'idéal, ce serait déjà d'identifier que je suis dans l'émotion. Et plus vous travaillerez là-dessus, sur l'identification de ces émotions, plus vous prendrez du recul, plus vous serez capable de changer de cerveau rapidement et de vous dessaisir de ces émotions désagréables. Yannick, tu veux intervenir au niveau du, je sais plus la. Oui. Alors, j'ai deux niveaux. J'ai le niveau du maître et le niveau du chien. Ouais, Au niveau du maître, c'est une des choses que je dis le plus souvent aux gens qui ont un chien réactif ou qui aboie quand ils croisent d'autres chiens, etc. La première chose à faire, c'est prendre une grande inspiration. Parce que dès que le chien aboie, nous-mêmes, on est des éponges à émotions du chien. Et dès que le chien réagit, on a une crispation, voire même on anticipe le truc en se crispant à l'avance. Et si on respire et qu'on ralentit notre rythme cardiaque, on ne va pas réussir à être énervé et avoir un rythme cardiaque lent en même temps. Donc, le fait de prendre une grande inspiration va nous calmer. Le chien entend notre battement du cœur et il a l'habitude que quand notre battement du cœur accélère, ça veut dire qu'il se passe un truc grave. Donc, si on arrive à faire diminuer nos battements notre rythme cardiaque, on va avoir une influence sur le chien aussi. Et au niveau du chien, donc on a aussi ces trois cerveaux. Le cerveau reptilien, on n'a pas beaucoup d'emprise dessus. Par contre, on se sert quotidiennement du cerveau limbique du chien pour lui apprendre des choses. Donc, quand on est en méthode entre guillemets positive, on va utiliser souvent la nourriture ou le jeu, en tout cas un renforcement positif, pour créer une association positive avec quelque chose. Donc là, on utilise le cerveau limbique du chien. Tu ne réfléchis pas, tu ne sais pas pourquoi, mais tu trouves ça agréable. Et du coup, le chien va associer la situation à quelque chose d'agréable, alors que ça ne fait plus partie de son raisonnement, parce que ça a été associé à quelque chose d'agréable pendant 12 millions de fois. Donc, on va utiliser ça pour le medical training, par exemple. Si chaque fois que je brosse mon chien, je lui donne un truc à manger, au bout d'un moment, il voit arriver la brosse. Si on l'a fait dans le bon sens, c'est un peu plus compliqué que ça. Il voit arriver la brosse et il commence à se dire un truc à manger. Donc là, on sert du cerveau limbique. Mais ça ne va pas suffire parce qu'on peut aussi faire des associations négatives sans le vouloir. Et il peut très bien voir arriver la bouffe et dire oh non, il va y avoir la brosse. Donc, il va falloir au bout d'un moment qu'on fasse passer le chien au stade supérieur, au stade du raisonnement. Donc, notre premier stade du cerveau limbique, c'était ce que Pavlov avait mis en place. Hein. On associe une émotion à la cloche ou une réaction physiologique à la cloche. Donc, le chien entend la cloche, il se met à baver parce qu'il sait qu'il va y avoir la bouffe. Et au niveau du néocortex, on est plus sur Skinner, pour ceux qui connaissent Skinner, c'est-à-dire que le chien va réfléchir à son action et savoir que son action a des conséquences négatives ou positives et adapter son action en fonction des conséquences. Donc en medical training, pour reprendre mon exemple, je vais me servir du cerveau limbique si je donne à manger à mon chien pendant que je lui fais les soins. Donc il va associer ça, il va se sentir mieux, ça va être une émotion positive. Et si par contre j'ai besoin, s'il a une émotion négative quand même et j'ai besoin qu'il passe en mode raisonnement, je peux lui apprendre à analyser les conséquences. Par exemple, tu vois apparaître la brosse, tu réfléchis une seconde, on donne la nourriture après. Ah ok, donc si je vois la brosse et que je reste à cet endroit-là, j'ai de la nourriture. Par contre, si je vois la brosse et que je m'enfuis, j'ai pas de nourriture. Donc après, on laisse le choix au chien et par ce choix, il va passer en cerveau néocortex. Okay, donc il peut très bien choisir de se barrer, mais au moins, il a eu le choix et on est sorti de l'émotion pure. Donc et après, c'est à nous de jouer sur les conséquences pour, tout en lui laissant le choix, faisant en sorte qu'il choisisse la solution la mieux pour nous. Exactement, du coup, Charlène, avec le clicker, on est sur du néocortex. Ok, donc vous avez des questions là-dessus? Ce qu'il faut bien, c'est être conscient qu'il y a ces trois niveaux-là. Bon, le reptilien, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, Evelyne, je crois.
Mais Oui. voilà, aussi bien chez le chien que chez l'humain. Et comme disait Evelyne, arriver à identifier quand est-ce que nous, on est sur notre cerveau limbique, quand est-ce qu'on peut en sortir par le raisonnement, et quand est-ce que le chien est uniquement sur son cerveau limbique, et quand est-ce qu'on peut le sortir de là aussi par le raisonnement. Il y a des grands sportifs qui travaillent le reptilien, par exemple les apnéistes, puisqu'ils sont quand même capables de réguler leur respiration, leur rythme cardiaque et de descendre tout ça. Il y a d'autres grands sportifs, hein, je pense, notamment ceux qui travaillent aussi à traverser sur des fils entre des montagnes là et qui sont suspendus, j'ai oublié le nom, et du coup qui travaillent sur leur respiration et leur rythme cardiaque. Donc, mais c'est un gros travail. Donc la plupart des gens, le cerveau reptilien, il prend la main, quoi. La grosse peur, la grosse frayeur, elle vient du cerveau reptilien. On part en courant, on a fait le 100 mètres de sa vie, quoi. On aurait doublé Usain Bolt. C'est extrêmement rare. Souvent, quand on parle de peur, on est déjà dans le cerveau limbique et c'est une peur du 21e siècle parce qu'on ne se fait pas courser pour se faire bouffer par un dinosaure. Donc, pourtant, notre cerveau fabrique exactement les mêmes hormones de stress. On va le voir. Donc, c'est pas terrible. Parce que quand j'ai peur de ne plus avoir de batterie sur mon téléphone, je ne suis pas en situation de survie. Donc, il n'y a aucune raison que je produise autant de stress, autant de cortisol. On va le voir. Ok. On a une question de Rosie qui a du mal à saisir la différence. Elle dit: dans quelle mesure peut-on apprendre au chien à analyser? Alors, par exemple, tout simplement, sur plein de petits exercices, comme par exemple des exercices d'autocontrôle, on va lui apprendre les conséquences de ses actions. Le premier, tout bête qu'on fait avec un chiot, c'est de lui montrer une gamelle. Tant qu'il nous saute dessus, la gamelle, elle reste en haut. Et à partir du moment où le chiot s'en désintéresse, s'assied, nous regarde, ou en tout cas fait autre chose que sauter dessus, la gamelle va baisser. S'il ressaute, la gamelle remonte. S'il se recalme, la gamelle rebaisse. Et petit à petit, il passe de son émotion. J'ai fait la bouffe, je la bouffe, je la bouffe. Ah, attends. En fait, ça a des conséquences ce que je fais sur est-ce que j'obtiens la bouffe ou pas. Et du coup, je vais peut-être plutôt raisonner, m'observer, voir ce que je fais, qui fait que la bouffe, elle s'en va et qui fait que la bouffe, elle revient. Et en faisant ça avec un chien dès le début, il va apprendre à s'auto-observer, à savoir ce qu'il fait, à s'auto-analyser et à dire, OK, mes actions ont des conséquences et je ne suis pas obligé juste d'être soit content, soit cucu, voilà. C'est ce qu'on l'empêche de faire dans les méthodes traditionnelles, puisque dans les méthodes traditionnelles, on dit tu fais ce que je dis, basta. Or là, avec la méthode positive, on essaie de dire réfléchis à ce qui est bon pour toi. Et du coup, ça fait que le choix est beaucoup plus ancré chez le chien, puisque c'est un choix et non pas une obligation. Voilà. Comme le refus d'appât. Oui, voilà, c'est ça. Comme le refus d'appât, exactement. Alors, attends, j'ai des petites questions. C'est parti. Tac, 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 tac. Le cortisol, c'est peur, stress, angoisse. Ouais, on va le voir dans les émotions. Et l'hormone du bonheur, on me demande. Oui, on va le voir dans la prochaine slide sur toutes les émotions, en fait, avec les différentes hormones qu'on sécrète. Donc, on va y arriver. Ok. Ok. Ouais. Du coup, je continue au niveau du. Hop. Je continue. On est un petit peu dans la même chose, hein, c'est-à-dire que on va se mettre en tête que Je te coupe 2 secondes. Je te coupe 2 secondes, j'ai une question. Quel est l'impact de son stress sur la peur de son chien? De son propre stress, tu veux dire, Fabrice? Ouais, c'est la contagion émotionnelle. Ouais, il est relativement énorme. Alors, si le chien a pris peur, tu peux faire la roue, être super content, il a peur. Hein. Mais comme tout à l'heure, si tu as une bonne relation avec ton chien et que le chien n'a pas encore 100% peur ou 100% dans l'émotion et qu'il te regarde et qu'il voit et qu'il entend ton rythme cardiaque accéléré et qu'il voit tes pupilles qui sont dilatées et qu'il voit tes muscles qui sont contractés, là, il va décider que oui, ce truc, ça fait peur. Alors qu'on aurait été dans la bascule où il aurait pu décider que, bon, comme tout à l'heure, je disais à Kyop, puisque mon maître n'a pas peur, finalement, ça ne fait pas peur. Après, une fois que le chien il s'est mis dans l'idée que ça faisait peur, bah, ça fait peur, quoi. Vas-y, excuse-moi. Oui, on parle de contagion émotionnelle, hein, on va en parler avec les émotions. Donc, l'idéal serait de se dire, on fonctionne de façon très générale comme ça. Nous sommes face à une situation, quelle qu'elle soit, hein, positive ou négative.
J'ai des pensées qui vont me traverser l'esprit et on va voir qu'il y a des pensées automatiques qui ne sont pas forcément au top. Ensuite, en fonction de ces pensées, je vais ressentir des émotions. Si c'est une émotion qui est assez, qui vient du reptilien, une grosse surprise par exemple, bah, l'émotion elle viendra avant la pensée en fait. Je suis tellement surpris que c'est mon corps qui réagit, je ressens des choses et c'est après que je vais avoir des pensées qui viennent. Et en fonction de tout ça, je vais avoir un comportement. Qu'est-ce que je fais? Quelle est l'action que je mets en place? Plus ou moins automatique d'ailleurs. Et ce comportement, il aura chaque jour, au quotidien, hein, des conséquences sur moi, bien sûr, et sur autrui. Alors, des conséquences effectivement concrètes, on va passer à l'action, mais aussi des conséquences relationnelles sur moi et sur autrui. C'est Bouddha, mais il y a plein d'autres. Moi, j'ai mis la citation de Bouddha, mais il y a plein d'autres penseurs, entre guillemets, qui nous mettent dans cette situation-là de se dire, nous sommes ce que nous pensons. Et en psychologie positive, on va beaucoup travailler justement sur ces pensées pour les amener à épouser des émotions plus agréables que celles qui peuvent nous traverser. Donc justement, on en vient à ces fameuses émotions. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent du stress hein, avec leur chien par rapport à plein de situations et j'en fais partie parce que j'ai quand même ma petite Roumaine qui est pas un chien très très optimiste effectivement. Et donc en psychologie positive, on parle du cadran des émotions. C'est exactement la même chose chez nous et chez le chien. Euh, ces émotions, on les mesure en termes de valence. On évite de dire une émotion négative. On va parler de valence négative, mais l'émotion est désagréable, et de valence positive où l'émotion est agréable. Ensuite, on a les émotions en termes d'énergie. Soit ce sont des émotions qui vont me mettre en énergie haute, et vous avez ici la zone de survie. Donc, c'est vrai que c'est des émotions qui sont désagréables, on est de ce côté, en balance, mais par contre, qui me demandent une énergie de dingue. Et à droite, on a une énergie aussi hyper intéressante, mais en zone de performance. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que identifier ces émotions-là va nous permettre de faire un travail. Tout à l'heure, vous le ferez un petit peu en groupe. Euh, on parle d'émotions désagréables ou agréables parce qu'elles ont toutes un sens. Elles ont toutes un message pour vous. Donc, on ne les rejette pas, les désagréables. Elles ont leur place et elles vous envoient un message. Donc, à votre avis, par exemple, quel est le message de l'émotion? Alors, j'ai pas ça m'agace, la conversation. Quel serait le message de l'émotion peur? À quoi ça sert d'avoir peur? Vous pouvez le noter dans le chat. Attends, je note une question de Fabrice avant qu'elle disparaisse. Parfait. C'est ça. Tu vois, Evelyne? C'est bon, je vois. C'est se mettre en sécurité, c'est rester en vie, c'est se protéger et assurer du coup la survie de l'espèce. Ça va loin. Hein. C'est pour ça que je dis fréquemment on dit j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Vous imaginez bien que c'est complètement loin de tout ça. Hein. On est d'accord. L'utilité de l'émotion tristesse. Hein. Oui, réconfort par les autres. Demander de l'empathie. Accepter un changement et du coup, Florence, merci. Dans le changement, j'entends aussi le deuil. C'est du coup se mettre en retrait. C'est ce qui va nous permettre de nous mettre en retrait. Alors, le deuil dans toute sa largeur, hein, entre le deuil, effectivement, la perte d'un être cher ou de nos chiens quand on est en deuil, mais c'est aussi au XXIe siècle, être en deuil, c'est avoir perdu son téléphone portable parce que c'est un changement, un choc. Oui, tout à fait, Rosie, se rendre compte d'un besoin, puisqu'un besoin égale une émotion, de l'intérêt d'identifier de quoi j'ai besoin quand je suis en colère et de quoi j'ai besoin quand je suis triste. Et parfois, c'est peut-être se me mettre en retrait, donc foutez-moi la paix, ou au contraire, câlinez-moi. À respecter, bien évidemment, on va respecter les émotions, elles sont non négociables, hein. Absolument non négociables. Alors, on a vu peur, on a vu tristesse, on a vu colère. Hein. C'est quoi l'intérêt d'être en colère? Quel est le besoin qui est derrière la colère?
Alors, réaction, on est plutôt dans le comportement du coup, hein. Ah, j'adore. Sert à aller mieux après. Ouais. Attention, Stéphanie, il y a des études qui ont montré des accidents cardiovasculaires épouvantables dans les 2 heures qui suivent des très grosses colères. Donc, je suis pas sûre que ce soit pour aller mieux. Ça dépend à quel point on est en colère, quoi. C'est ça. Évacuer le trop-plein d'émotions négatives. Sursauce déchargée, d'évacuer les surplus. Alors, Morgane, ça va un peu mieux là. C'est qu'il y a, quand on est en colère, le besoin derrière, c'est la réparation. C'est qu'il s'est passé quelque chose entre ce que j'attendais, entre mes valeurs, mes croyances, et puis qu'est-ce qui arrive en fait. Voilà, ce décalage-là. Notamment, on parle beaucoup, par exemple, une personne n'a pas respecté quelque chose qui est très très important pour moi, et effectivement, j'ai besoin qu'elle répare cet irrespect. Euh, Tout à fait, ça révèle effectivement que, que ce que nous sommes en train de faire, voilà, ou l'autre ce qui est en train de faire, c'est contre nature. Et puis la joie, à quoi ça sert la joie? Quel est le besoin caché derrière la joie? Oui, le partage. Oui, Priscilla, en s'exprimant, effectivement, du coup, on va se mettre en relation, le collectif, effectivement. Signaler que le besoin est comblé, du coup, alors à ce moment-là, ça veut dire par exemple qu'il y a un besoin de célébrer. Je sais pas, je viens d'avoir mon bac. Bah, je vais avoir besoin de célébrer et donc je suis effectivement derrière, il y a cette joie-là. Ok, merci, bravo. Du coup, on peut, Euh, excuse-moi, Evelyne, on je peut t'en se prie. reformater, enfin, comme notre travail, c'est un peu de reformater le cerveau des chiens pour transformer la colère ou la tristesse ou la passivité en joie, notre travail d'éducateur canin. On peut se reformater à éprouver de la joie à la place de la colère, ou au moins une émotion moins désagréable à la place de la colère, j'imagine. Mm. Et, du coup, l'émotion, c'est pour ça qu'il faut que vous les acceptiez, entre guillemets, il faut travailler dessus parce qu'elles envoient vraiment un message qu'il faut absolument comprendre. Du coup, chez le chien, je pense que c'est vraiment un gros travail aussi à faire. Dans quelle émotion est mon chien et c'est quoi son besoin derrière? Parce que par exemple, s'il a peur de, voilà, sur quoi je vais travailler pour faire baisser cette émotion qui peut l'emporter très vite, par exemple. Je lis en même temps les messages. C'est bon pour le moral d'être joyeux, mais bien évidemment, et même tout seul, c'est chouette, oui, de danser en chantant dans la salle de bain tout seul le matin. C'est très, très chouette, effectivement. Donc, ces émotions, je crois que c'est Cindy, ou je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure. Chacune va générer des hormones. C'est pour ça que les émotions euh, génèrent je ne sais plus combien de centaines de milliers de, de modifications chimiques dans notre corps. Hein. Quand on passe de la joie extrême, par exemple, à la colère brutale, il va se passer un tas de petites choses chimiques dans notre corps. Donc, les émotions de la joie, c'est la dopamine. Audrey, tu me dis si je me trompe. L'endorphine antidouleur, l'adrénaline, le stress. Mais attention, on a du bon stress, c'est ce qui va nous mettre effectivement en mouvement en cas de situation et de danger. Ce n'est pas le stress oxydatif qu'on connaît aujourd'hui et qui peut nous mener très facilement au burn-out. Le stress originel, entre guillemets, de l'adrénaline, c'est de nous sauver. Rappelez-vous du reptilien. Le cortisol, qui est l'hormone de la détente. Et du coup, La détente, le cortisol. et ouais, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est très, très en stress? On fabrique beaucoup d'adrénaline. Le cortisol, lui, il vient en support pour essayer de digérer ça. Et il y a une sorte de dysfonctionnement qui fait que bah là, le stress, il nous bouffe de l'intérieur et qu'on génère un stress qui devient oxydatif. Audrey, une question, une intervention? Moi, je fais de la vulgarisation ce soir. Hein, je suis pas dans le. Alors, attends, Stéphanie, mon croisé Beausecoin, angoissé, super gentil avec mes chats, ressent de la peur quand l'un d'eux veut aller dans son panier. Comment enlever cette peur? Alors, Excusez-moi, j'allais faire de l'humour. il y a
La première chose à laquelle on penserait, mais qui est peut-être complètement trop superficielle, est de changer cette émotion, encore une fois en se servant de Pavlov, pour l'associer à quelque chose de positif. Je ne sais pas si c'est possible, je ne connais pas le chien, je ne connais pas le truc. Mais ça serait mon chien, je lui filerais un gros bout de truc à manger à chaque fois que le chat va dans son panier, pour qu'il voit que, pour qu'il ait presque hâte que le chat soit dans son panier et qu'il arrête d'en avoir peur. Je ne connais pas le contexte, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond, mais ce serait la première chose à tester que tu as peut-être déjà testé. Mais par exemple, quand un chien est réactif par rapport à quelque chose, s'il accepte la nourriture quand même, on va lui dire à chaque fois que tu vois ce truc-là, tu as de la bouffe, jusqu'à ce que quand il voit ce truc-là, au lieu de se dire ah, il y a ce truc-là, ils disent ah, il y a de la bouffe. Donc voilà, la première idée, c'est d'essayer de changer le cerveau du chien pour créer une nouvelle association de sentiments. Voilà, c'est ça. Pavlov égale l'indique exactement. Donc, tu mets une nouvelle émotion, tu transformes cette émotion en créant une nouvelle association. Par exemple, l'autre jour, je racontais à Evelyne, si vous suivez ma petite vie sur Facebook, vous savez que le truc qui m'énerve le plus dans l'univers, c'est qu'on me dise ah, les chiens, c'est en laisse, parce que mes chiens sont rarement en laisse. Et quand je croise quelqu'un qui me dit ah, les chiens, c'est en laisse, ça doit me renvoyer à plein de trucs qui m'énervent. Genre, mes chiens n'ont pas le droit à la liberté, mes chiens, ils sont bien éduqués, ils n'ont pas besoin d'être en laisse, bref. Et du coup, l'autre jour, je suis au régime en ce moment, je mourais d'envie d'un brownie, et comme je suis au régime, je n'ai pas pris. Et je me suis dit, la prochaine fois qu'on me dit le chien c'est en laisse, j'ai le droit de bouffer un brownie. Là, toute la semaine, j'ai attendu qu'on me dise le chien c'est en laisse, on ne me l'a jamais dit, bien sûr. Et la première bonne femme qui m'a dit les chiens c'est en laisse, elle a dû me trouver hyper bizarre parce que je lui ai sauté au cou en disant ah, merci Anna, je suis super contente. Et le soir, j'ai bouffé mon brownie. Et voilà, et du coup, j'ai reformaté exactement. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si j'étais un chien? Parce qu'on me dit un chien c'est en laisse, et 3 jours après, je suis encore en train de ruminer, quoi. C'est quand même débile. Donc, du coup, qu'est-ce que je ferais si j'étais un chien? Je lui donnerais un truc qu'il aime en même temps qu'on lui dit ça, pour changer son émotion. Et du coup, je me suis dit, je peux faire la même chose, sauf que comme je suis un humain, je suis capable d'apprécier un truc que j'aurai dans le futur. Donc, je me dis, la prochaine fois qu'on me dit ça, j'ai le droit à mon brownie. Et ça a super bien marché. Donc, voilà, pour le chat. C'est une très belle idée. Moi, j'ai trouvé ça très drôle quand tu me l'as raconté. Ça, c'est de la créativité pure. Merci Audrey. Alors, il y a Cindy qui dit l'association inverse est-elle possible? Friandise acquiert une valeur négative. Tout à fait. Ben ouais. En fait, alors ça, on va rentrer dans les détails, mais le chien retient le dernier truc. Donc, si, quand il n'a pas vu un chien, par exemple, ton chien déteste les chiens, il n'a pas encore vu le chien, tu vois le chien, tu lui donnes de la bouffe et après il voit le chien, qui l'énerve, bientôt il va te dire, à chaque fois que tu vas sortir la bouffe, il va faire oh putain, il y a un chien. Alors que si il voit le chien, puis tu lui donnes la bouffe, il va faire ah putain, il y a de la bouffe. Pareil pour le medical training, si tu sors ta bouffe et qu'ensuite tu le brosses, il va voir arriver la bouffe, il va faire ah non, elle va me brosser. Alors que si tu commences à brosser, puis il y a la bouffe, il va dire ah non, elle me brosse, mais je vais peut-être avoir la bouffe. C'est ce que j'appelle la loi du mais. On retient le deuxième truc. C'était chouette, mais c'était long. On retient c'était long. C'était long, mais c'était chouette. On retient c'était chouette. La puissance des mots qu'on va voir, justement, le mais, ce fameux mais. Voilà. Donc, Okay. le chien retient le dernier truc comme nous. Donc, quand tu associes à quelque chose, il faut que le dernier truc soit positif. Je sais que ça dire, je mange gras dès qu'on me fait des réflexions sur mon chien. Eh ouais, c'est le problème. Pardon. Audrey a précisé effectivement le cortisol. C'est l'hormone de détente dans le sens où effectivement l'hormone du stress, sauf que le cortisol, il va venir face à une situation désagréable. Il va venir, l'hypothalamus va venir activer la production de cortisol pour calmer la réaction inflammatoire, pour apaiser entre guillemets. Et si ça devient quelque chose de très chronique, c'est là qu'il y a un décalage au niveau du corps et qu'on va avoir des boules d'angoisse, qu'on va avoir mal au ventre, etc. C'est vraiment un signal il se passe quelque chose de pas cool dans le corps. Et donc, du coup, qu'il faudra apprendre à gérer ce fameux stress. De l'intérêt, du coup, aussi, toujours pareil, de bien pointer quelle émotion est en train de venir chez moi, quoi. Qu'est-ce qui monte en moi. Et puis la dernière, c'était aussi l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone du lien, l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement.
qui va stimuler effectivement d'autres parties, d'autres zones d'identification des émotions. Et je ne sais pas, peut-être que les chiens, ça pourrait être intéressant, quand ils sont très en relation avec nous, ils font beaucoup confiance, ils doivent sécréter de l'ocytocine aussi, comme nous, quoi, quand on est avec eux. Euh, voilà, c'est le sentiment d'attachement, l'amour et l'amitié. Charlène, oui, 40 000 fois la balle à 50 mètres, ça c'est pour... ouais. Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont du mal à redescendre? Je te laisserai la parole, Yannick, mais du coup, moi, je parle pour l'humain, c'est exactement ça aussi, puisque lorsqu'on va avoir, moi, je parle par exemple d'une peur ou d'une grande excitation, et vous devez avoir connu des situations comme ça, où il se passe plein de choses dans notre corps et on le ressent vraiment, où pour baisser ce taux-là, il va falloir effectivement se poser, respirer et se reposer. Et je pense que c'est le chien, du coup, c'est exactement la même chose en termes de production avec la baballe à 40 000 fois là. Ouais, alors le chien qui n'a pas été travaillé sur sa capacité à revenir au calme, il va mettre entre 24 heures si c'est un champion et 10 jours si c'est pas un champion pour faire baisser son taux de cortisol. En moyenne, c'est 48 à 72 heures. Et il y a des chiens qui peuvent mettre jusqu'à 10 jours. Du coup, on croit qu'il est redescendu et c'est là que le moins de petits trucs, par exemple, il croise un chat et du coup, il va se jeter sur le chien d'après parce qu'il n'aurait pas complètement évacué toutes ses hormones et ça refait monter. Exactement pareil sur l'homme. Je ne pensais pas avoir la question, du coup, j'ai pas la durée, mais c'est pareil, c'est assez énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on parle beaucoup de stress chronique, c'est parce que notre corps, il n'a pas le temps de digérer ce stress-là et que du coup, il est non-stop enfin, dans ce cycle-là. De l'intérêt d'aller faire, je sais pas, de la méditation, on l'a vu, de la cohérence pour permettre justement de descendre. Par exemple, si on fait 5 minutes de cohérence cardiaque, on va baisser ce taux-là pendant 5 heures. Donc, je vous avais mis là. Fabrice, je note ta question, on la posera à la fin. Oui. Tu ne veux pas y répondre maintenant, hein, plus tard? Ouais. Ok. Je vous ai mis des Alors, études sur la j'ai juste une reconnaissance. question de Rosie. Donc, attends, c'est passé. Donc, son chien pète un boulard, en gros, quand les gens viennent à la maison. Et elle a l'impression que ça passe d'une émotion positive à une émotion négative. Alors, en effet, c'est un truc, je ne sais pas, Evelyne, chez les humains, mais chez les chiens, c'est hyper classique qu'un chien soit tellement excité qu'au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, il se met à détester le truc. Encore ma petite vie, mon voisin d'en face de mon camping venait tous les jours donner la bouffe à mes chiens par la barrière en leur donnant et il avait peur comme ça, donc il donnait, il retirait. Donc Yeti, au début, hyper contente, et tellement hyper contente qu'elle a développé une espèce d'horreur pour ce gars, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant, dès que le gars parle, dès que le portail du gars s'ouvre et dès que quelqu'un qui parle à ce gars parle, elle a cette émotion-là. Effectivement, il faut contrebalancer l'émotion par tout un travail de réassociation positive, tout un travail de calme en amont qui ne va pas forcément se travailler sur la porte d'entrée parce que l'émotion est trop forte. Il va se travailler sur d'autres choses à côté. Je pense que c'est une question de taux qui doit être trop haut quelque part et qui a besoin d'une décharge. Je sais pas. Chez l'humain, j'arrive pas à voir, mais c'est une très bonne question. Ok. Juste un truc qui se répond en un mot. Rosie demande, non, c'est pas Rosie, Morgane. Bref, quelqu'un demande si quand le chien a été exposé comme ça, il vaut mieux attendre plutôt que de le exposer à petite dose. Oui, il vaut mieux attendre que ça repose, que ça retombe complètement, parce que peut-être que ta petite dose va déjà faire exploser le plafond du chien. Voilà. C'est un petit peu comme nous. Le temps fait beaucoup. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des cerveaux, des différentes strates. Et du coup, le temps, c'est la seule chose de façon très facile et c'est la seule chose qui peut nous aider à changer d'émotion, en fait. C'est le temps, c'est de redescendre en pression. Quand on dit j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de respirer, etc., c'est parce qu'il y a le temps et le corps qui se met en marche qui va nous permettre de redescendre en pression. Donc, chez le chien, j'imagine, c'est exactement la même chose. C'est le temps qui va faire descendre les taux pour les remettre à un niveau normal, pour recommencer un autre travail ou un travail plus positif. Yannick,
1h12. On regarde un Ouais, petit peu le temps parce qu'il y a beaucoup de ouais, questions. vas-y, avance, avance. Ouais. Ok. Fabrice, pour un chien sportif, c'est pareil. Hein, le sport fait monter les Ouais. hormones de stress de la même façon. Que ce soit un stress positif ou un stress négatif. C'est pour ça qu'on recommande chez les chiens de sport de faire des pauses régulièrement, de ne pas faire leur activité tous les jours. Et puis du coup, bah, de s'initier éventuellement à la cohérence cardiaque avec son chien pour les aider dans les situations compliquées. Alors, il y a plein de trucs. Hein, je fais ma petite pub au passage. J'ai un cours qui s'appelle Chien cool maître zen Ah qui ouais, permettent, tu as où il raison. y a plein d'exercices qui vont permettre au chien de redescendre comme ça, de apprendre à gérer, à redescendre un petit peu plus rapidement, à s'auto-gérer. Mais c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, qui se travaille sur le long terme. Ok, on continue sur une autre notion de psychologie positive, c'est le CEP. Peut-être en avez-vous entendu parler, Bandera, qui nous parle effectivement de notre capacité et de notre choix, puisqu'on a le pouvoir, à nous mettre en situation de réussite. Donc, je vous ai montré un petit peu le... Hop, regardez ma souris. C'est quelque chose qu'on peut aussi développer, en fait. C'est ce sentiment qu'on a de réussite, notre capacité qu'on a à réussir. Il y a plein d'études qui ont été faites sur des étudiants qui passaient des examens, et le simple fait de croire et de penser très fort qu'ils allaient y arriver les a mis en situation de réussir davantage. Parce on va ressentir des émotions positives qui vont nous mettre justement, qui vont nous donner des moyens et des ressources beaucoup plus pertinentes, et notamment en termes de décision, qui vont nous permettre d'être beaucoup plus performants. C'est quelque chose qui se travaille. On fait beaucoup ça en éducation positive humaine chez les enfants. On sait que c'est très facile de décourager quelqu'un. Je pense que c'est aussi valable chez le chien. Quelque chose de négatif qu'on envoie une fois, il va s'en souvenir. Alors que encourager, c'est plus compliqué et pourtant c'est beaucoup plus pertinent dans notre capacité à développer des scénarios de réussite plutôt que des scénarios d'échec. Déjà, croire en soi, c'est se donner la permission de réussir. Alors derrière, il y a tout un tas de notions qu'on ne va pas évoquer ce soir sur ce fameux échec, mais on sait, et Barbara Fredrickson et plein d'autres sont effectivement dit que sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. Donc ça nous permet un petit peu de baisser en pression aussi. Charlène demande si c'est la même chose que l'effet Pygmalion. Oui, c'est formulé autrement, avec le CEP, Banduras, mais c'est dans cet esprit-là, en fait, de grimper. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un petit scénario, je ne sais plus où je l'ai mis. Je crois que si je l'ai mis plus loin. Je continue sur, il n'y a pas de questions sur les... Vas-y. Ok. Une autre notion de la psychologie positive qui est intéressante, effectivement, c'est nos fameux deux systèmes de pensée. C'est Daniel Kahneman. C'est quand même quelqu'un d'important parce qu'il a eu aussi un prix Nobel. On va basculer en fait un petit peu dans l'économie comportementale aussi. Prix Nobel d'économie. Et il nous explique en fait qu'on a deux personnages là-haut dans notre esprit. Hein. Un qui va travailler très très vite. Et c'est super chouette parce que c'est sans effort et qu'il est très automatique. Quand je me lève, je sais où est ma salle de bain, je sais comment prendre ma douche et conduire ma voiture. Et puis un deuxième système de pensée qui est beaucoup plus complexe, lent, avec des efforts, une logique et une conscientisation très importante. Ces deux systèmes de pensée, ils ont chacun leur place. Mais au niveau de la gestion des émotions, on va justement essayer de basculer dans un système un petit peu plus de réflexion. Donc, ça va nous demander des efforts, d'identifier l'émotion et de la réguler pour ne pas basculer dans une émotion système 1, réaction. Voilà. Mon voisin me crie dessus, ben, je lui crie dessus parce que ça fait 10 ans que ça se passe comme ça et que du coup, je ne vois pas pourquoi je changerais. Ok, donc je suis dans le système 1, rapide et efficace jusqu'à une certaine limite. Si par contre, je me pose des questions et que j'essaye de fonctionner autrement avec mon voisin aujourd'hui parce que je me dis à quoi ça m'amène et puis ça me fait monter tout un tas d'hormones de stress qui ne sont pas bonnes pour moi. Donc, je vais me préserver. Comment je vais faire? Et je vais devoir passer dans le système 2 de pensée.
Toujours dans cet objectif, effectivement, d'aller vers la pleine conscience. Je pense que c'est des choses que vous avez aujourd'hui entendu parler de façon assez régulière. Cette pleine conscience, elle va nous emmener vers ce système 2, en fait. Euh, le système 2, il est très analytique et l'autre très émotionnel et très intuitif. Il faut les deux. Ça a un sens. Ils sont là pour quelque chose aussi, hein. Ce système 1, il est là pour nous faire gagner du temps, surtout au XXIe siècle, on est d'accord. Et, euh, et il a toute sa place, mais pas toujours. Donc, il va falloir réfléchir quand l'utiliser. Est-ce qu'il y a des questions sur les systèmes de pensée? C'est toutes des notions peut-être que vous ne connaissez pas. Et j'imagine que hop, vous pourrez les travailler avec Ce les, système 1 pour les chiens, il peut être utile aussi une fois qu'on essaye de faire passer les choses en système 1. Par exemple, pour le rappel, on essaye que le mot vient, le chien, ça passe plus par est-ce que je viens ou pas, est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse devant ou pas. Ça a été tellement renforcé, tellement travaillé, tellement automatisé que quand il entend vient, ça fait demi-tour. Alors qu'il ne se pose plus de questions. C'est ce vers quoi on essaye de tendre pour certains comportements, pas pour tous évidemment, mais que le chien ne se pose plus de questions et quand il dit viens, boum, ça explose le cerveau. Parfois, on n'y arrive pas avec le mot vient. Par contre, on peut avoir travaillé un mot à part qui va faire plouf dans le cerveau du chien. Par exemple, Yop, s'il ne vient pas, viens. Si je fais touche, je lui demande de toucher ma main. Touche, ça a été tellement de fois récompensé, tellement de fois travaillé, que si je dis touche, pouf, il décroche, il passe à autre chose, parce qu'on a passé cette phase de réflexion, en fait. Du coup, un petit peu comme chez l'humain, il faut faire attention à ce qui est automatique. Est-ce que c'est bon pour lui, le chien, et est-ce que c'est bon pour moi en tant qu'humain? Ou est-ce que je dois justement basculer dans un système un petit peu plus rationnel et de travail, quoi? Parce que j'imagine que par exemple au sport, avec la vitesse, quand on dit on perd son cerveau, c'est qu'on a basculé dans le système 1. Ouais, mais si on a réussi à mettre ton vient en système 1, il peut être plus fort que le frisbee. Ouais. Si ton mot vient, tu as réussi à le faire basculer en lui aussi automatique, il peut contrebalancer l'automatisme de je cours au frisbee. Et effectivement, au contraire, on va essayer de faire passer en mode de réflexion pour courir après le frisbee. Ok. Je vais continuer avec autre chose qui nous intéresse. On avait beaucoup échangé justement avec Yannick là-dessus, sur ces fameux biais, distorsions. J'ai juste sont... une petite question, excuse-moi Evelyne, qui va être rapide à répondre. Est-ce que certaines personnes sont plus performantes dans un système ou dans l'autre, en fonction de l'utilisation du cerveau gauche ou droit? Créatif, réfléchi, etc. Ok. Même si cette notion de cerveau gauche et cerveau droit a été assez décriée, voire controversée, et puis après on s'est dit, bah non, ça marche aussi quand même un petit peu. Certaines, je pense, c'est ma vision hein, par rapport à la question, que lorsque on a, ça me fait penser un peu au chien aussi, tout le temps travaillé dans un système de pensée très automatique, et ben on a ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe et pas forcément terrible en termes d'adaptation. Du coup, les gens qui réfléchissent trop et qui sont tout le temps en système 2 ou qui sont extrêmement, par exemple, perfectionnistes, bah, c'est pareil, c'est pas terrible parce qu'est-ce que la situation le mérite. Donc pour moi, ça va vraiment être cette notion de curseur. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas encore dit, mais c'est une notion très importante pour moi parce que c'est trop dans le système 1, parce que je suis très bien dedans et je suis douée, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ben, on aura une difficulté d'adaptation à l'environnement. Et aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement complexe, volatile, ambigu. Donc, je risque d'avoir des difficultés à m'adapter au changement. Et tout le temps, dans le système 2, je suis plus lent, puisqu'on sait que le système 2 va être plus lent, plus posé. Et je pense que si ça mérite, par rapport à certaines situations, d'être envisagé. Mais le créatif ou réfléchi, système droit, cerveau gauche, cerveau droit, c'est pas forcément une légende, ça a été beaucoup décrié. Ça peut être intéressant à étudier si ça vous intéresse. Moi, je peux pas vous dire c'est pas vrai ou c'est vrai. Voilà, c'est tellement intéressant que je vous laisserai vous faire votre propre avis. Je vous ai mis des liens justement là-dessus. C'est pas un moyen de se rassurer par rapport à l'environnement. Le système 1, bien sûr, puisqu'il nous fait gagner du temps et il nous évite de nous poser des questions, en fait. Donc, il y a des gens qui sont peut-être très à l'aise là-dedans. Voilà. Mais du coup, si c'est pour nous rassurer, ça veut dire que derrière, se rassurer, il y a une inquiétude. Et donc, bah, pour moi, il faudrait travailler là-dessus sur l'inquiétude. Est-ce que le système 1 est approprié, en fait?
C'est OK? Oui. Parce que du coup, on est tellement complexe qu'on va basculer dans notre cerveau là-haut sur les biais et les distorsions, puisque biais et distorsions, c'est ce qui va nous amener à encore un raccourci hein, pour aller de plus en plus vite, qui va nous amener beaucoup de choses négatives en fait et à nous ancrer dans des pensées négatives. Quand votre disque dur se met en route avec des si et des si, il m'arrive ci et si, il m'arrive ça, c'est beaucoup des distorsions cognitives ou des biais. Ils ont aussi leur utilité, les biais, c'est le même objectif, c'est de gagner du temps. Pour vous dire que notre cerveau, il pense qu'à ça, gagner du temps. Je ne sais pas ce qu'il fait de tout ce temps-là, mais il essaye de gagner du temps. Donc les distorsions, vous en avez une liste. Les biais, c'est un peu plus compliqué, mais je vous ai mis aussi un lien, notamment les biais cognitifs qui ont été liés à l'épidémie Covid et qu'on risque de rencontrer encore plein de fois. Et nous, en tant que maître, dans notre relation au chien, par exemple, c'est au quotidien, voilà, le tout ou rien, le noir ou blanc, prendre des faits, des attentes, prendre pour des faits, des attentes sur la tournure des événements, surgénéraliser. Tout ça va nous générer des émotions négatives qui seront compliquées après, effectivement, à éliminer. Donc là, je crois que Yannick, elle en avait plein des biais qu'elle entend aussi. Ouais, alors je sais pas moi trop la différence entre biais, négatif, distorsion, machin truc comme ça. Mais c'est sûr qu'en cours d'éducation canine, on entend un peu que ça. Quelque chose comme un biais qu'on va dire de conformisme où notre chien devrait être conforme à ce qu'on attend de la norme. Par exemple, à son âge, il devrait plus sauter sur les gens. À son âge, il devrait être propre. Pour un berger allemand, il est, je sais pas quoi. Donc là, déjà, on commence à mettre des jugements. Au lieu de se dire mon chien est comme ça à tel moment, on commence à mettre un petit peu des jugements. On peut avoir des biais genre le cours s'est super bien passé, mais au milieu, notre chien a engueulé le chien d'à côté ou notre chien s'est fait engueuler par le chien d'à côté. Et du coup, on retient ce truc-là. On repart avec ce truc-là de l'heure qui s'est passée. On en a retenu 2 minutes et notre cerveau fait le raccourci d'avoir que ça dans la tête. Ou on arrive et on part du principe que au frisbee, on est nul, on ne sait pas lancer. Moi, c'est un truc que j'entends tout le temps. Les gens, ils arrivent, ils disent « mais je te préviens, je ne sais pas lancer ». C'est très bien. Oh, non, ils ne disent pas « je ne sais pas lancer », ils disent « je te préviens, je suis nul pour lancer ». Donc, je corrige toujours en disant « non, tu es débutant ». Donc, par définition, un débutant ne sait pas lancer. Mais tu n'es pas forcément nul. Il faut juste c'est quelque chose à apprendre. Donc, c'est vrai que nous, c'est un truc en tant qu'éducateur canin, on entend en permanence. Ça va avec ces pensées limitantes que tu évoques aussi. Hein. C'est un petit peu tout dans cette même lignée de négativité, entre guillemets, et puis qui nous limite dans nos prises de décision. Donc, je vous ai mis celle-ci. Si vous pouviez, vous, en identifier des petites pensées que vous vous dites souvent, qui reviennent régulièrement. On passe tous par là, on échappe quelque chose. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Toutes ces petites choses-là, ça fait partie des pensées limitantes qui vont induire une émotion pas très agréable. Donc, si vous en avez, vous pouvez les mettre dans le chat. Si vous avez identifié des choses que vous dites très souvent, de vous, de votre chien ou dans votre entourage. C'est ça, ça va mal se passer à nouveau. Je travaille trop. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, désolé, dit en permanence. C'est vrai. Il est tout le temps fou, excité. Ouais, il va rater le slalom. Ouais. C'est ça. Donc, il va rater le slalom, Alexandra. C'est une prédiction. Peut-être qu'elle s'est révélée une fois, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en faire une généralisation. Sinon, il va falloir travailler et se poser la vraie question. Qu'est-ce qui fait que… Voilà. Je suis une mauvaise conductrice. On a très peu d'autocompassion envers nous-mêmes, en fait. Hein. On est mauvais en tout. Je vois, ouais, je suis nulle. On est tous mauvais, tous nuls. OK. Il va falloir bosser. Ouais. Il va falloir bosser, c'est vrai. Ça dépend dans quel sens on le dit, quoi. Oui. Soit c'est une prise de conscience en disant, tiens, j'ai du job, ou c'est mince,
Ouais, Et avec derrière, ça va être compliqué, ça va être long, ça va me demander de l'énergie, etc. c'est ça. Avec des suppositions. J'arrive à rien, je suis incompétente, je comprends rien, je n'y arriverai jamais. Oui, tout à fait. C'est des choses qui vont nous limiter puisque notre cerveau est persuadé de ça. Et du coup, c'est ce qui va nous emmener. Hop, faut que je ferme ça pour avancer. Hop. Ça va nous emmener vers notre état d'esprit, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait si on est mis dans une boîte avec nos pensées limitantes, nos distorsions cognitives, etc. Eh ben, bon, je sais pas, mais ça paraît pas très chouette. Donc, on va pouvoir changer d'état d'esprit. C'est Carol Dweck qui nous parle de growth mind step ou de fixed mind step, d'état d'esprit. Donc, ça se muscle. On a vraiment la neuroplasticité du cerveau. On a raccourci les choses qui vont dans la conférence de ce soir, sinon on était là jusqu'à très tard. Mais il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place justement pour changer d'état d'esprit. Comment est-ce que je veux être? Est-ce que je veux rester dans un état d'esprit fixe où je ne suis pas douée, si j'échoue, je ne suis pas bon, c'est compliqué, etc. Et du coup, ça peut nous mener à l'échec et du coup à un désastre parce qu'on aura tellement été dans le stress qu'on n'aura pas pu réussir. Ou au contraire, dans cet état d'esprit de progresser, où là, je vais effectivement peut-être avoir un feedback négatif, mais me dire, OK, je n'ai pas réussi, j'ai échoué, du coup, comment je fais pour y arriver? Et là, on est dans l'état d'esprit de progrès. Ça va être au lieu d'être un obstacle, un défi à relever. Ça vous parle ces notions un petit peu d'état d'esprit positif ou pas? Oups, j'ai arrêté le partage, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment important comme notion à avoir, et pour nous humains et pour les chiens. Si on part déjà, on arrive, c'est notre tour de passer et on part déjà en mode, on n'aide pas le chien, quoi. Oui, contagion Je pense que c'est émotionnelle. vraiment important de prendre conscience de ce qu'on pense et essayer de se retourner la tête. Et pareil, essayer de repérer quand on met une étiquette sur le chien. Alors, un Il petit est exercice. comme ça, il est comme ça. Pour arriver à voir. Essayez Ah, on t'entend plus, Evelyne. Ou alors c'est moi qui l'entends plus, je sais pas. Ah, j'ai coupé le son. C'est bon là? Non, c'est bon, c'est bon. Allô? C'est bon. C'est bon, ok. Donc ça, c'est une petite idée si vous souhaitez justement vous entraîner à développer cet esprit l'esprit de développement, du coup, growth mindset. Chaque fois qu'on s'entraîne, chaque fois qu'on fait une compétition, chaque fois qu'on fait le bilan de ce qu'on vient de vivre, on peut se poser ces petites questions-là qui vont faire qu'on va développer cet état d'esprit positif. Et au lieu de rester dans nos pensées limitantes, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de ma performance, de ce que j'ai fait, quelles mesures j'ai pris pour réussir aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi par rapport à d'habitude et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ça fonctionne davantage et comment je peux persévérer lorsque ça a été compliqué. Quels moyens je me donne pour continuer d'avancer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu le petit escalier parce qu'entre le je ne le ferai pas et oui, je l'ai fait, il y a tout ce travail de système 2 en fait. Si on veut sortir des distorsions, des biais qui, eux, sont très automatiques, eh ben, il y a tout ce travail de je vais monter les escaliers petit à petit. Ah mince, non, c'est pas là du coup. On prépare le petit Spark, Yannick. Ouais, Est-ce que tu rapide, penses hein. c'est OK là? Ouais, rapide. Moi, je pense qu'on va garder les gens pour quand même tester comment on appelle ça, les petites salles. Oui, mais on fait les salles là. Oui. Alors, je vous propose pour faire tout ce travail sur vous une petite méthode, enfin une méthode, un Spark, qui a été développée par Ilona Boniwell, qui est chercheuse en psychologie positive, avec qui j'ai fait ma certification. Et j'aime beaucoup en fait cette méthode parce qu'elle va permettre de développer la résilience, de sortir de nos pensées limitantes et de mettre en place un process pour passer du système 1, je râle, etc., au système 2, que faire. Donc, en fait, c'est prendre conscience de ses réactions automatiques et justement développer sa résilience. Donc, ce qu'on va vous proposer,
c'est de faire un petit exercice en sous-groupe. Du coup, on va vous diviser en salles. Ce que je vous propose, c'est de prendre en photo la slide qui est affichée actuellement. Nous allons vous répartir en sous-groupes. Dans le groupe dans lequel vous allez aller, l'un d'entre vous va choisir une situation problème récente qu'il a vécue. Alors, on est en situation avec les chiens, pourquoi pas avec les chiens, bien évidemment. Et il va appliquer le processus situation, perception, autopilote, réaction et compréhension. Pendant ce temps, les autres écoutent, mais aussi guident, hein, parce que vous allez voir que la complexité de l'exercice. Donc, il y en a un qui parle et qui raconte sa situation problème en essayant de suivre le process, et les autres qui écoutent en essayant, mais aussi du coup de dire « Ah non, mais attends, là, dans ta situation, tu viens de parler d'une émotion, tu n'es pas au bon endroit. » OK. Une personne par groupe exprimera ensuite le ressenti de l'exercice lorsqu'on sera revenu en salle entière. Alors, soyez rassurés ou pas, on n'aura pas forcément le temps de faire beaucoup et de faire très longtemps. Par contre, c'est vraiment pour moi un exercice à faire non-stop si vous voulez développer votre état d'esprit ouvert et si vous voulez être de mieux en mieux avec vos chiens et dans la vie en général. Donc, est-ce que vous avez pris la photo là? Est-ce que tu as un exemple à donner, Evelyne, oui. Situation, perception, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors, description de ce qui s'est passé objectivement, ça veut dire qu'il faut des chiffres. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 juillet. Il a fait 37 degrés. Donc là, je suis vraiment dans une description objective. Néo a dormi de 14h à 17h et il vient avec son frisbee me chercher pour aller jouer. Okay. Perception. Mon interprétation de la situation. Non, franchement, c'est insupportable cette chaleur. Moi, je pourrais que ça dure pas, pourvu qu'il fasse orage. Je ne sais pas ce que je vais faire. Puis on est vendredi, demain c'est le week-end et ce soir j'ai ma conférence. Il faut que je la prépare. Donc là, je suis vraiment dans l'interprétation de ce que je vis, dans toutes les pensées qui viennent effectivement. Autopilote, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti, par exemple, de la joie par rapport à notre rencontre de ce soir, mais aussi du coup de l'inquiétude. Et puis j'ai ressenti du ras-le-bol parce que les chiens me sollicitaient à des moments qui n'étaient pas pour moi pertinents. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je travaille avec ça, donc j'ai rien fait j'ai pas envoyé bouler Néo. Qu'est-ce que j'ai fait de façon inappropriée? Je sais pas. Donc moi, dans mes réactions, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps d'aller me détendre dans la piscine de mon voisin. Et j'ai pris le temps de passer, de faire 2-3 lancers avec Néo. Donc, ce que j'ai compris de la situation, c'est que la prochaine fois que je suis sous stress comme ça, effectivement, je dois continuer de m'accorder des petites pauses pour baisser en pression, faire baisser mes taux de cortisol pas terribles, là. Et la prochaine fois, je referai ça. Alors moi, je vous ai parlé d'une situation qui n'est pas forcément un problème pour moi, où j'ai pas été en émotion désagréable, en fait, même s'il y avait du stress qui pouvait être motivant, mais je n'ai pas été en émotion désagréable. Je travaille beaucoup dessus, donc du coup, j'ai du mal à trouver des situations désagréables où elles seraient un peu plus personnelles. Est-ce que vous voyez un petit peu le travail à faire? Conversation. Ok, du coup, ok. On se divise en salles, c'est ça, Evelyne? Alors, j'arrête. Donc, toi, tu dois avoir un petit bouton que je n'ai pas. J'ai divisé en groupes. Alors, le but de cet exercice, c'est, une fois qu'on a analysé tout ça, c'est voir si on n'avait pas éventuellement une façon de le voir autrement après, Evelyne. Hein. Donc, oui, tout à fait. Cette perception qu'on a eue de la situation, est-ce que si j'avais eu une autre perception de cette situation, ensuite mon ressenti aurait été différent, mon action aurait été différente, etc. Et toi, tu le pratiques du coup? J'essaye. Oui, je le pratique régulièrement. Et moi, je le pratique comme ça. D'abord, je fais le plan de ce que j'ai vécu, tel quel, enfin, ce que j'ai ressenti, etc. Et ensuite, je me dis, et si j'avais été une autre personne, quel aurait pu être mon ressenti? Par exemple, si j'étais la bonne femme d'en face qui me dit de remettre mon chien en laisse, voilà, et qu'on m'avait dit, j'aurais pu repenser, bah oui, c'est vrai,
Les chiens, les gens peuvent avoir peur des chiens, du coup, il y aurait peut-être fallu que je leur mette en laisse. Si j'avais pensé là, qu'est-ce que ça aurait induit? Et je regarde si ça aurait induit une émotion, une conséquence plus positive pour moi. Et du coup, je retiens la leçon pour la fois d'après. Parce que c'est effectivement, c'est pour ça que ça peut être un exercice complexe et qu'il faut le travailler régulièrement, puisque l'objectif, c'est de se déprogrammer des réactions automatiques. Donc, ça veut dire identifier celles qui ne sont pas pertinentes et justement de trouver un autre comportement beaucoup plus adapté à la situation. Donc, ça, c'est un exercice qu'on peut faire, mais vraiment pour chaque situation, même de la vie quotidienne, au travail, dans nos loisirs, en famille aussi, hein, effectivement. Qui plus est en famille, parce qu'on développe des réactions extrêmement rapides sur certains comportements. Voilà. Et à un moment, on peut se dire, bah, c'est compliqué, comment je pourrais faire autrement? Et du coup, avec son chien, c'est pareil. Si on a identifié une situation problème, c'est de la décortiquer comme ça, de faire cet exercice-là. Personne ne veut échanger sur son ressenti par rapport à ces de Alors, façon orale. Charlène nous dit, pas facile avec ses propres chiens puisqu'on est dans l'émotionnel. Et C'est ouais, ça. justement, c'est comme tu dis, c'est bien ça le problème. On essaye, on analyse qu'on est dans l'émotionnel, et ensuite on essaie de voir comment on peut en sortir ou comment on pourrait calquer une autre émotion dessus. C'est ça. Et l'objectif du travail, c'est de sortir de l'émotionnel. Si on se met en spark face à une situation, puisque le S, c'est situation, et c'est de décrypter cette situation de façon très objective, comme si vous la voyiez de loin, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la prise de recul. Je ne suis pas dans la situation, je suis en train de la décrire, et donc je me vois. C'est comme ça que je vais sortir de l'émotionnel. Mais Charlène a raison, effectivement, on se rend compte qu'on est très, très souvent dans l'émotionnel. Et l'objectif de ce genre d'exercice, c'est d'en sortir pour aller vers un système de pensée numéro 2 qui va nous permettre d'être beaucoup plus serein et puis avec une vraie décision quoi, qui est construite. Alors, sur des temps, je pense, je suis en train de penser au concours où il y a la pression du temps. Et effectivement, on est beaucoup dans le système 1 et beaucoup moins dans la réflexion. Moi, j'utilise un petit peu ça aussi souvent parce que mon métier, il est facile parce que c'est pas mon chien qui est chiant, c'est le chien de l'autre. Du coup, moi, j'ai pas d'émotionnel avec la chiantise du chien de l'autre. Et du coup, je dis souvent aux gens, ok, essaye de faire comme si c'était pas ton chien, quoi. L'autre jour, je disais à Anne-Laure, il y avait Pocket qui faisait chier, voilà, qui gueulait après le chien. Elle dit, ah, Pocket, t'es chiante. Ok, qu'est-ce que tu aurais dit si c'était Yop? Ah, mais Yop, il est mignon. Eh ben voilà, parce que c'est juste pas ton chien. Et du coup, la même réaction chez un autre chien, c'est mignon. Et du coup, j'essaye de dire aux gens, persuade-toi que c'est pas ton chien. Et d'un coup, tu vas sortir de cet émotionnel, tu vas voir la réaction telle qu'elle est, et qui va avoir du sens, au lieu de s'accrocher à toutes les émotions que ça nous engendre, parce que mais où on va avec ce chien, mais comment on va faire dans le futur, mais comment on va faire s'il ne progresse pas, et qu'est-ce que les gens ils pensent de moi. Donc voilà, moi c'est facile parce que c'est pas mon chien. Et pensez que vous êtes l'éducateur canin de ce chien, et ça aide à la prise de recul. Charlène qui dit, je me rends compte que plus ça fait longtemps qu'on subit la situation, bien évidemment, puisqu'elle est inscrite dans nos circuits neuronaux et plus c'est pratiqué, plus c'est inscrit de façon forte. Donc, il va falloir avoir une déprogrammation encore bien plus longue et bien plus complexe. Difficile devant une situation d'avoir d'autres perceptions, tout à fait. C'est cette fameuse prise de recul. C'est pour ça qu'il faut le faire après coup, par écrit. Ouais. Et à force de pratiquer ça, sur le moment, ça arrive à allumer un petit peu des petites lumières. Autant parler de la situation sans émotion, ça a été, bravo. L'interprétation sans émotion, c'est très difficile, effectivement. C'est plutôt dans le mode de penser, l'interprétation. Qu'est-ce que je me suis dit? Ok. Vous aurez l'exercice, je vous inviterai à le pratiquer régulièrement. Ça peut être l'inverse aussi, trouver des excuses parce que c'est notre chien, oui. Oui, c'est vrai. Ça dépend de si on est pessimiste ou optimiste, je pense. Ok. Alors, on va continuer. Je vais partager l'écran. Bing. Hop. Tu vas, du coup, on va plus ou moins conclure. Evelyne, t'avances un peu. Oui, c'est ça. J'avais juste une slide sur la communication positive. Là, je vous ai mis, vous aurez comment nos mots restructurent notre cerveau. Donc, c'est important de parler en positif. On a à peu près, on sait que les mots vont générer nos émotions.
on a à peu près 50 000 pensées par jour. Donc, si vous avez 50 000 pensées négatives, on ne peut être que dans les émotions négatives. On sécrète des choses qui ne sont pas effectivement agréables. Je regarde parce qu'on va zapper les choses, effectivement, vu le temps qui passe et les questions. Voilà, et moi je vous propose, je vous propose pas l'exercice, ou vous pouvez le faire de façon très très rapide pour vous, en fait, essayer de traduire euh, ces mots, petits textes-là en positif. Si quelqu'un veut prendre la parole, hein. Donc là, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de négatifs et il y a beaucoup de il ne faut pas. Oui. Emmenez vos affaires. Oui. Ouais, très bien. Alors, je vous invite à changer, n'oubliez pas, en pensez à. Pensez à, ouais, c'est ce qu'a dit Florence, c'est bien. Soyez à Ouais. l'heure. Ouais, Merci d'arriver à l'heure. Tout à fait. Et ça aussi, c'est une façon de reformater son cerveau qu'il faut pratiquer régulièrement, prendre conscience quand on dit les choses à l'envers. C'est ça. Puis prendre conscience de l'impact aussi. Du coup, ça nous invite à avoir une autre posture quand même, hein. Je vous laisserai réfléchir, puisque du coup, en fait, on a peur que Zoom coupe la. Ouais, Zoom risque de couper dans 10 minutes, Evelyne. Ah. Ok. Bon, ben là, justement, par rapport, moi, je vous propose de faire le bilan régulièrement de ce qui s'est bien passé dans votre journée, de ce qui s'est bien passé dans votre semaine, dans votre vie, dans votre année, et puis de regarder un petit peu ce qui a moins bien fonctionné, effectivement, et que vous souhaiteriez lâcher. Donc, il y a des belles choses que vous allez garder et mettre dans votre valise, dans vos souvenirs et dans les choses à reproduire. Et puis, il y a des choses que vous allez devoir lâcher parce qu'elles ne vous apportent rien, voire elles vous enlèvent du positif. Donc, vous pouvez éventuellement, par rapport à la fin de cet atelier, qu'est-ce que vous souhaitez garder dans vos comportements, dans vos actions avec vos chiens ou par rapport à ce soir. C'est vraiment en général, qu'est-ce que vous souhaiteriez garder ou qu'est-ce que vous avez décidé de lâcher pour vous alléger. Voilà. Donc, vous pouvez le noter effectivement dans le chat. Ouais, Alex nous dit que le côté comment on parle est très abordé dans Don't Shoot the Dog, qui est une espèce de bible de l'éducation positive, même si le bouquin date, je crois, de fin années 80, ou en tout cas, il a au moins 20 ans, 30 ans, le truc. Précurseur, donc. Hein? Précurseur. Précurseur, ouais, ou on est en retard par rapport aux Américains, comme on veut. C'est ça. Mais voilà. Donc, Charlène retient le sourire, la bienveillance, l'empathie. Ouais, c'est carrément. Et vraiment, ça a eu un impact sur le chien. Aussi bien la bienveillance de nous envers nous-mêmes que la bienveillance de nous envers notre chien, évidemment. Je trouve vraiment que ça a un impact sur l'éducation canine en général. Et l'envie de coopérer du chien. Moi, je garde le sourire parce que pour le chien sait aussi, puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils arrivent à décrypter nos émotions et nos mimiques faciales et du coup peut à interpréter aussi notre émotion. Donc c'est vrai que leur sourire, c'est bien aussi. Carrément. Alors Fabrice, notre éducation canine est archaïque. Peut-être, pas celle de Yannick, donc je t'invite à… Mais on avance petit à petit. C'est vrai que si on regarde qu'en France, voilà, il y a encore des progrès à faire, mais on avance, on avance. Oui, c'est ça, Charlène, souffle quand tu t'agaces. Ouais. Respirer, ça, c'est hyper intéressant. D'autant plus que le chien le perçoit vraiment, c'est pas que pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'il entend et qu'il perçoit. Bon, ben, on va vous remercier. C'est vraiment super sympa d'être venu jusqu'à nous. Rosie dit l'éducation tradie est quand même la plus représentée, certes, mais focusons-nous sur le positif. Il y a de plus en plus de gens qui sont en positif. Et plus on va porter la bonne parole, mieux c'est. Et voilà, je vous remercie vraiment d'avoir participé à ça. C'était un peu une première pour nous. Je pense que Evelyne, comme moi, on est convaincus que le binôme psychologie positive, éducation canine positive, voilà, c'est vraiment intimement lié.
et qu'il serait difficile de faire l'un sans l'autre. En tout cas, de faire de l'éducation positive en étant soi-même une boule de tristesse. Voilà. C'est ça, merci à tous. C'était un domaine tellement vaste que, voilà, et tellement passionnant que bah, je reconnais avoir eu encore un peu trop comment dire, de choses à dire. Je vous ai Fabrice mis… nous fait la remarque sur la parité homme-femme. Je crois effectivement qu'il était le seul homme. Je le remercie. Alors, Quand ça gratitude parle pour de Fabrice. positif, il y a moins d'hommes. Donc, merci Fabrice. Gratitude pour Fabrice. Voilà, un autre thème de la psychologie positive, c'est la gratitude. Merci Fabrice. Fabrice. Je vous ai mis, pour continuer de voyager dans cet univers, une webographie avec différentes choses, mais il y en a tellement que j'aurais pu ne pas m'arrêter. Et une bibliographie avec notamment la bibliographie complète de la psychologie positive sur le site de référence Psychologie positive française et francophone, une association dont je fais bien sûr partie. Et du coup, Voilà. on vous enverra par mail, je pense, j'espère. Non, on va mettre sur l'événement le PowerPoint. OK? Comme ça, vous aurez les liens et compagnie. Oui, Donc, on le mettra sur l'événement parce que je ne suis pas sûre de pouvoir récupérer les mails de tout le monde. c'est ça. En tout cas, merci à vous. C'était un grand plaisir de partager cet instant-là. Et puis, bonne continuation. Soyez positifs. Merci à Avec vous. vous-même, avec votre chien. Bon week-end de 14 juillet. Merci. Merci. Et puis, on essaiera de refaire ça de temps en temps. Voilà. Avec plaisir. Merci.